Vous n'allez pas croire ce qui se passe en ce moment à la Cour suprême. Je dirais que c'est une victoire. Je dirais même que c'est une énorme victoire pour Trump et pour nous à la Cour suprême. Messieurs, vous pouvez penser que je me réjouis trop vite ou que je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Dans ce cas, la décision finale sera prise au printemps, pas à l'automne. Mais néanmoins, le sens du proverbe ne change pas pour autant. Mais je veux que vous écoutiez les enregistrements de ce que les juges de la Cour suprême disaient lorsqu'ils demandaient à ceux de l'autre côté de défendre leur position. Et alors, vous comprendrez probablement quel sera le verdict final. Mais vous vous demandez sûrement de quoi il parle. Il parle de la modification d'une règle complètement folle inventée par les démocrates, selon laquelle tout bulletin, peu importe quand il arrive, s'il porte un cachet indiquant qu'il a été déposé à la poste avant la fin du scrutin, doit obligatoirement être accepté et compté. J'espère vraiment que vous comprenez que ce sont deux choses très différentes. Quand une personne l'a apporté le jour du vote ou quand il y a un cachet dessus. J'espère vraiment que vous comprenez. En somme, à première vue, tout semble normal. Tu déposes ton bulletin à la poste. Si tu as le droit de voter par correspondance le jour du scrutin, alors tu dois obtenir une autorisation officielle de vote par correspondance. Ensuite, la poste livre 3 jours après la fin du scrutin. 3, 4, 5, 2, je ne sais pas, d'accord ? Mais tu n'es pas responsable du fait que la poste ait mis autant de temps à le livrer. Tu as tout fait correctement, donc, comme le disent les démocrates, ton vote doit être compté. Voici les arguments que l'administration de Donald Trump a présentés, en essayant de changer cette règle, et pourquoi il est évident pour tous les observateurs quelle décision sera prise. Nous en parlerons un peu plus tard. Et c'est une décision historique pour le destin des États-Unis. Un autre sujet qui préoccupe tout le monde, ce sont les 15 points d'accord, comme l'a annoncé Donald Trump. De quoi s'agit-il ? Ce sont 15 points d'accord que l'Amérique veut que l'Iran non seulement signe, mais applique également selon le principe « faire confiance mais vérifier ». Nous savons aujourd'hui que Jared Kushner, Witkoff et peut-être même le vice-président Vance se préparent à s'envoler pour Aslanabad d'ici la fin de cette semaine. Ce n'est pas au Pakistan. Pour mener des négociations sur l'Iran, avec qui exactement, on ne sait toujours pas. Eux, ils comprennent, mais nous ne comprenons pas. Parce que tous ceux qui ont un certain pouvoir et de l'influence. En Iran, ils ont déjà annoncé qu'ils ne participaient à aucune négociation, que tout cela est un mensonge total. Alors pourquoi une équipe de négociateurs s'y rend-elle ? Cela veut dire, en gros, que personne en Iran ne connaît ces soi-disant représentants mythiques de l'Iran. Voilà, commençons justement par ces 15 points d'accord ou de consensus. Le 23 mars de cette année, Donald Trump a déclaré que les États-Unis et l'Iran avaient mené des négociations sérieuses et étaient parvenus à un accord sur de nombreux points, affirmant qu'il existait actuellement 15 points d'accord. Les négociations sont menées, comme nous l'a indiqué Trump, par Steve Witkoff et Jared Kushner, et l'exigence centrale de Washington demeure. Reste inchangée. L'Iran ne doit pas posséder d'armes nucléaires. Trump a annoncé que les États-Unis reportaient d'un de 5 jours les frappes contre l'infrastructure énergétique iranienne. Plus tôt, il avait dit « Dans 48 heures, nous allons bombarder, n'est-ce pas ?» Autrement dit, il a fixé, en d'autres termes, une sorte de seuil, un délai, une ligne rouge là-bas. 5 jours de négociation, vous devez parvenir à quelque chose. Peut-être dans 5 jours. Il dira « Nous y sommes presque, il ne nous reste que 2 jours, je prolonge encore de 2 jours, je prolonge encore de 2 jours, mais pour l'instant donc c'est 5 jours. » Auparavant, il avait menacé de détruire les centrales électriques de l'Iran en 48 heures. Donc si l'Iran n'ouvre pas le détroit d'Ormuz, la partie iranienne nie publiquement le fait même des négociations. Le compte du président du Parlement iranien, donc Ghalibaf a rejeté l'information sur ses contacts avec les Américains, parce qu'il y a eu des spéculations disant que c'est lui qui le faisait, qualifiant cela d'un Fox destiné à manipuler les marchés pétroliers. Donc il s'est exprimé devant la caméra, il a dit « Regardez, à gauche, à droite, je suis chez moi, je ne suis allé nulle part, je ne suis pas à Islamabad, je ne suis nulle part. » Alors il a eu peur que ses propres gens l'accusent. Pourquoi l'Iran nie-t-il ? Donc il y a une option selon laquelle il n'y a aucune négociation, et une autre option en fait à laquelle je penche davantage. C'est la diplomatie classique au Moyen-Orient, où les contacts sont secrets, le déni est public, le Parlement iranien, pour la direction, il n'est pas politiquement avantageux de reconnaître à l'intérieur du pays qu'ils hésitent.
Ils prétendent tenir bon, solides comme des pierres, mais en réalité ils sont nerveux et négocient peut-être avec l'agresseur, révélant ainsi leur faiblesse et incertitude. Les États-Unis exigèrent l'arrêt complet de l'enrichissement de l'uranium ainsi que le transfert des stocks déjà enrichis par l'Iran. Ils ont 60%, ils ont 20%, et une fois, l'AIEA a même trouvé chez eux, je ne me souviens plus exactement, quelque chose comme 84,7 ou 87,4%, quelque chose comme ça. L'abandon du programme de missiles, l'arrêt du soutien aux groupes armés régionaux, enfin terroristes, c'est ce qu'on entend. Oui, il y a aussi la reconnaissance d'Israël et d'autres choses encore, donc ce sont des points confirmés. D'après CNN et des sources régionales, qu'est-ce qu'il y a dans ces 14 points ? Il s'agit de la limitation du potentiel de défense de Téhéran, de l'arrêt du soutien aux groupes supplétifs pro-iraniens, de la reconnaissance du droit d'Israël à exister, et les États-Unis insistent pour obtenir le contrôle sur l'uranium iranien hautement enrichi. Il l'aurait caché sous une installation nucléaire à Ispahan, et Donald Trump a affirmé « Nous avons besoin de poussière nucléaire ». C'est-à-dire que nous l'obtiendrons, tout ce que vous avez produit là-bas, nous l'aurons. Et bien sûr, la première constatation évidente. L'Iran a installé dans le détroit des mines sous-marines de fabrication iranienne, spécifiquement iranienne. Il y a 2 mines connues, donc Makam 3 et Makam 7. Que fait-on de particulier pour ne pas déclencher les impulsions, surtout quand c'est particulièrement compliqué d'un point de vue militaire ? Cette liste reprend pratiquement mot à mot les exigences que les États-Unis avaient posées à l'Iran lors des négociations de l'année dernière. Autrement dit, c'est en fait le même ultimatum d'avant-guerre qui a mené à une impasse et qui, finalement, a conduit à la guerre. Parce que lorsque les Américains ont compris qu'il n'y avait pas d'autre objectif aux négociations que de gagner du temps, ils ont dit « Bon, ça suffit, arrêtez de nous embrouiller ». La diplomatie ayant échoué, les canons ont parlé. Imaginons que des responsables iraniens aient secrètement conclu un accord avec Trump. Que se passe-t-il ensuite ? Le CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique, n'est pas obligé d'obéir. Ils ont leur propre armée, leurs propres services de renseignement, leur propre argent, leurs propres empires commerciaux, pour ainsi dire. Ils sont un État dans l'État. 3 scénarios existent. Premier, les fonctionnaires trouvent un accord, mais le CGRI s'en moque et sabote, ce qui est actuellement le plus probable. Tout accord écrit sera ignoré sur le terrain, les missiles ne disparaîtront pas. L'enrichissement de l'uranium continuera secrètement. Donc, cela n'a absolument aucun sens, tout simplement. D'habitude, Trump réagit à cela. C'est ce qui se passe. Deuxième scénario, les États-Unis frappent le CGRI de manière ciblée. C'est déjà en cours. Des Arméniens tués, le commandant du CGRI, comment il s'appelle déjà, Pakpour, le ministre de la Défense, c'est une tentative de décapiter précisément les forces armées de résistance du CGRI et non simplement de faire pression sur les négociateurs, l'armée n'est pas encore touchée. Eh bien, à l'exception de la flotte et de l'aviation, l'armée de terre n'est pas touchée. Troisième scénario, le CGRI se divise de l'intérieur. Une partie des commandants décide que le régime a perdu et qu'il est temps de se sauver. Historiquement, c'est la seule façon dont de tels régimes s'effondrent réellement. Il y a un exemple historique, l'Irak en 2003, Saddam Hussein avait lui aussi une garde absolument fanatiquement loyale. Mais quand il est devenu clair que le régime s'effondrait, eh bien c'était fini, il n'y avait plus rien à faire. Les commandants ont commencé à s'enfuir, à accepter des pots de vin, à négocier avec les Américains, pour ainsi dire, personnellement. La structure s'est effondrée bien plus vite que prévu. Il en ressort que la conclusion sur l'Iran aujourd'hui est la suivante. Les négociateurs civils peuvent signer n'importe quoi, mais la mise en œuvre réelle de l'accord n'est possible que si les gardiens de la révolution, disons, sont physiquement éliminés ou décapités à un point tel qu'ils ne peuvent plus résister. Les derniers chefs-commandants des gardiens de la révolution pourraient juger leur survie plus importante que l'idéologie, du moins certains d'entre eux. Trump apparemment mise sur les 2 options à la fois, c'est-à-dire l'élimination physique et la survie personnelle. Il fait pression militairement et négocie, espérant que l'une accélère l'autre. Or, comme dit, l'Iran ne confirme publiquement aucune négociation. Il n'y a pas d'informations précises et confirmées indiquant que le général et le CGRI négocient secrètement avec les Américains ou les Israéliens dans des sources ouvertes. Mais cela ne veut rien dire. De telles choses, par définition, n'apparaissent pas dans la presse. Il existe des signes indirects indiquant qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du CGRI, que tout n'est pas, comme on dit, en ordre.
Donc, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, c'est Araghchi, a déclaré dans une interview à Al Jazeera que certaines unités militaires iraniennes sont devenues, écoutez bien, indépendantes et en quelque sorte isolées. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie ? On ne peut pas y envoyer de pigeons, n'est-ce pas ? Autrement dit, on ne peut pas s'y rendre. Ils agissent, paraît-il, selon des instructions générales, et non sous le contrôle strict du gouvernement civil. Eh bien, en y réfléchissant une seconde, tu comprends que, en fait, le ministre des Affaires étrangères a dit que le contrôle central sur l'armée est déjà perdu. Le CGRI est confronté à des tensions entre factions et à une fatigue institutionnelle, aggravée bien sûr par les pertes et les dommages à la réputation causés par le conflit avec Israël de 2024 à 2025. L'Artèche, l'armée régulière, est une organisation distincte qui étend son influence. D'après certains rapports et rumeurs, alors que le CGRI connaît un déclin relatif. Et il est tout à fait possible que Trump ne mène aucune négociation avec qui que ce soit, mais pour qu'il se précipite en disant « moi d'abord, non, moi d'abord, non, moi d'abord », il leur dit « Eh bien, les gars, vous êtes déjà en retard. Cela signifie que quelqu'un négocie déjà avec moi, c'est fini pour vous. C'est aussi possible. » Maintenant, le fait principal probablement, c'est que la haute direction du CGRI a littéralement été anéantie. Au cours des frappes, le commandant du CGRI, Mohamed Pakpour, le ministre de la Défense Aziz Nassirzadeh, le chef d'état-major général Abdul Rahim Moussavi, en fait, toute la haute direction militaire a été tuée en même temps. Lorsque la direction est anéantie, les généraux restants sont obligés de penser à leur propre survie. C'est précisément à ce moment-là que les contacts secrets sont les plus probables. Mais il y a aussi, bien sûr, des signaux contraires. Selon les renseignements américains, le régime iranien consolide son pouvoir. On s'attend à un gouvernement affaibli mais plus dur à Téhéran, qui s'appuie spécifiquement sur les gardiens de la révolution. Voici ma conclusion à ce sujet. Les rumeurs de contacts secrets entre les généraux des gardiens de la révolution et les Américains ou Israéliens ne sont sans doute pas totalement inventées. Historiquement, cela s'est produit lors de l'effondrement des régimes sans preuve publique. Le régime tient encore pour l'instant, mais des fissures sont déjà visibles et elles vont s'élargir chaque semaine de guerre. Dans la nuit du 24 mars, le CGRI d'Iran a attaqué Tel Aviv, Eilat et Dimona avec plusieurs vagues de missiles, au total 6 vagues pendant la nuit. Des débris ont endommagé des habitations, il y a des blessés à Tel Aviv. Je ne me souviens plus du nombre exact. Israël a frappé le quartier général du CGRI à Téhéran, des sites du Hezbollah à Beyrouth et des cibles au sud du Liban en représailles. Israël commence la mobilisation de 400 000 réservistes. Pour un pays comme celui-là, c'est un nombre énorme. Les États-Unis considèrent le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher Ghalibaf, comme un futur dirigeant potentiel, tandis que Ghalibaf lui-même nie toute négociation. Dans la nuit du 24 mars, la Russie a lancé une frappe massive et combinée contre 11 régions d'Ukraine. Missiles de croisière, missiles balistiques, drones. 4 morts et des dizaines de blessés, dont des enfants. Le prix de l'essence aux États-Unis est de 3,93 $, le gallon en moyenne, contre 2,98 $ avant la guerre, soit une augmentation de 32% en 3 semaines. Une hausse de 10% par semaine, c'est une augmentation énorme. Une famille moyenne, incroyable. La Russie dépensera 740 $ de plus pour l'essence cette année, si cela continue. Et maintenant, passons à un événement longtemps attendu, mais néanmoins incroyable, à la Cour suprême. Quel est le problème avec les bulletins qui arrivent après la fin du vote ? Dans plusieurs États, et il s'agissait justement de ces États et districts où il fallait très peu de voix pour transformer une défaite en victoire. Soudainement, pendant 2, 3, parfois 4 jours après la fin du vote, des milliers, parfois même des dizaines de milliers de bulletins arrivaient. Tous portèrent des tampons indiquant qu'ils auraient, soi-disant, été envoyés avant la fin du vote. Parfois, il y avait même des bulletins où, parmi 30 ou 40 cases, il fallait cocher pour tel sénateur, pour tel maire, pour tel autre. Tout le reste était complètement vide et seul un président était coché. Lequel ? Biden, vous avez deviné. Personne ne sait d'où il venait, Anna, mais tous portèrent le cachet du bureau de poste indiquant qu'il avait été envoyé à temps.
Quelque chose huge just happened in Что-то Washington. огромное. Un événement à Washington aura un impact majeur sur les prochaines élections de mi-mandat. Les juges de la Cour suprême viennent tout juste de démanteler systématiquement l'un des outils les plus puissants de la gauche pour voler des voix. Et vous comprenez très bien de quoi je parle. Ces mystérieuses enveloppes qui continuent d'apparaître après le jour de l'élection, ces bulletins de vote qui se matérialisent de nulle part, des jours après que vous ayez voté. Et pour une raison quelconque, il semble toujours pencher d'un seul côté. Eh bien, cela n'arrivera plus. Alors que s'est-il passé? Pourquoi les républicains sont-ils si heureux et les démocrates si tristes? Eh bien, ce n'est pas tout. Voici ce qui s'est aussi passé. Les républicains, encouragés, ont repris la pression sur le Sénat pour faire passer une loi sur le vote, dont le principe fondamental est que seuls les citoyens des États-Unis d'Amérique ont le droit de voter. C'est vrai que ça sonne idiot, parce que toute personne normale dirait « Eh bien, c'est évident que seuls les citoyens devraient en voter ». Oui, c'est évident, mais les deux camps abordent la question de manière totalement différente. L'un exige de mettre fin au vote illégal, tandis que l'autre veut élargir les possibilités et permettre la fraude autant que possible. C'est intéressant de se demander pourquoi, n'est-ce pas? Because right now, the Supreme Court Parce qu'en ce moment même, il semble que la Cour suprême soit prête à déclarer que le jour de l'élection signifie exactement cela. Un seul jour, pas une semaine, pas un mois, pas toute une saison, mais un seul jour. Et voici ce qui rend cette situation encore plus explosive. Il ne s'agit pas seulement de la Cour. Le président Trump porte en même temps un coup puissant au Sénat, exigeant qu'ils adoptent immédiatement une loi pour sauver l'Amérique. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, la Cour suprême des États-Unis vient tout juste d'entendre l'une des affaires les plus importantes en matière de droit électoral de ces dernières décennies. Suite aux événements d'hier en salle d'audience, les jours où les bulletins de vote par correspondance arrivaient après l'élection pourraient toucher à leur fin. Il s'agit de l'affaire Watson contre le Comité national républicain et c'est un véritable événement. Le Comité national républicain a de nouveau intenté ce procès en 2024 visant ironiquement la loi du Mississippi qui permettait de compter les bulletins envoyés par courrier à condition qu'ils arrivent dans les 5 jours ouvrables suivant le jour de l'élection si le cachet de la poste était apposé avant le jour de l'élection. L'argument du Comité national républicain est simple, convaincant et fondé sur le texte même de la loi. Les lois fédérales définissent clairement un jour d'élection précis et cela signifie exactement ce qui y est écrit. Tout bulletin de vote qui n'a pas été reçu à cette date fixée est, par définition, invalide. Quelqu'un veut dire qu'il n'a pas réussi avant les élections, qu'il n'avait que 45 jours et qu'il n'a pas eu la possibilité de remplir et de déposer ce bulletin à la poste. Mais il ment exactement comme ces personnes qui disent qu'une femme ayant pris le nom de son mari ne pourra plus voter, parce qu'elle ne pourra jamais obtenir de documents prouvant qu'elle est elle et bien elle-même. La même personne, mais avec un nom de famille changé. C'est juste du délire. Vous ne trouvez pas, n'est-ce pas? Tout le monde sait déjà que c'est l'État lui-même, selon cette même loi que les démocrates ne laissent pas passer. Il corrige gratuitement tous tes documents, t'envoie ce que tu as perdu, change même ton nom de famille, et en plus il cherche des moyens de prouver que tu es citoyen, des moyens dont tu n'avais même pas la moindre idée. Le tout sans débourser un centime pour ceux ayant perdu ces documents. Et d'ailleurs, le délai est de 4 semaines, donc même si tu découvres soudainement que tu n'as pas de documents au moment où tu reçois le bulletin, alors qu'avant tu ne le savais pas. Tu vivais sans avoir la moindre idée, tu ne prenais pas l'avion, tu n'allais pas à la banque, tu ne faisais rien de tout ça. Tu restais simplement chez toi, pour ainsi dire, et tu ne savais pas. Et voilà que le bulletin est arrivé. Tu te demandes, est-ce que j'ai des documents? Non, je n'en ai pas. Donc tu as tout le temps de régler tout ça, de refaire tous ces documents et d'envoyer le bulletin. D'ailleurs, si tu as reçu le bulletin par la poste, c'est sûrement que tu as déjà une autorisation officielle. Parce que ce qu'on a fait, bien sûr chez nous pendant le Covid et après, c'était vraiment le bazar. Mais théoriquement, par exemple, moi j'ai une autorisation. Je suis allé, j'ai présenté le document, j'ai pris une photo, je l'ai remis, j'ai écrit une demande, on m'a donné l'autorisation et maintenant on m'envoie. Donc chaque fois que je confirme que c'est bien moi, on m'envoie, disons, le bulletin, et maintenant je fais ça. Donc sans faire la queue. D'accord, mais il ne devrait y avoir qu'1,5 à 2% de la population au maximum comme ça, pas 50% de la population. Donc la distribution massive de bulletins à n'importe qui, n'importe où, comme cela a été pratiqué dans de nombreux États dirigés par les démocrates, cela ne devrait absolument pas être autorisé.
Cela ne sera jamais totalement interdit, car chaque État agit à sa guise chez nous. Eh bien, si une loi est adoptée chez nous et qu'ensuite il y a bien sûr des procès à ce sujet et que la Cour suprême confirme que tout est en ordre, que tout est légal, alors ce ne sera plus possible. On ne pourra plus tricher comme ça. Ils vont quand même essayer d'inventer d'autres façons de tricher. Mais tricher comme ça, ce ne sera plus possible. Donc si tu as une autorisation légale et le droit de voter par correspondance, tu n'as même pas besoin de présenter tes papiers parce que tu les as déjà présentés auparavant. Qui sont ces gens qui, soi-disant, le dernier jour, se précipitent par millions à la poste et envoient dans des bulletins où, dans tous les cas vérifiés, il est toujours écrit que la personne vote pour la démocratie, pour le Parti démocrate. Statistiquement, d'ailleurs, c'est pratiquement impossible. Statistiquement, et rien que sur cette base, cela suscite au moins de l'intérêt, sinon des soupçons, voire la certitude que vous êtes face à un comportement malhonnête. Pour le dire gentiment, n'est-ce pas? Voici ce qu'a dit à ce sujet l'un des juges de la Cour suprême, Samuel Alito, à l'avocat du Parti démocrate. Nous avons pas mal d'expressions qui, disons-le ainsi, se composent de deux mots, et le dernier d'entre eux, ou plutôt le deuxième, c'est « jour ». La fête du travail, le jour du souvenir, l'anniversaire de George Washington, le jour de l'indépendance, un autre anniversaire, et bien sûr, le jour des élections. Toutes ces fêtes sont des jours très particuliers. Donc, si nous commençons justement par cela, si je n'ai aucune autre information à part l'expression « jour des élections », alors je suppose que c'est précisément le jour où absolument tout doit se passer. Cela signifie que les bulletins doivent être reçus à une date précise, et non pas dans une période flottante et constamment changeante après les élections. Et je suppose que dans cette série d'observations et de questions posées, le juge Alito a révélé une vérité très simple. En fait, les démocrates veulent prolonger le jour des élections précisément pour avoir la possibilité d'annuler ce que vous avez fait le jour même du vote. Que pense le public américain à ce sujet? Nous savons déjà que 83% des Américains estiment que les étrangers, c'est-à-dire les non-citoyens des États-Unis, ne devraient même pas s'approcher des bureaux de vote. Et qu'est-ce que les Américains pensent d'un mois de vote, de 5 jours de vote? Et d'autres inventions qui, apparemment, ont été créées uniquement pour une seule raison que vous avez déjà devinée. 83%, 83%. Les électeurs pensent sûrement que tous les bulletins doivent être remis au plus tard le jour de l'élection, sans exception, c'est la norme. C'est, En fait, encore une fois, cela a toujours été la norme. Comme l'ont souligné les juges Gorsuch et Alito, c'est encore un problème de 80 contre 20. L'immense majorité des Américains souhaitent des élections sécurisées. Bien sûr qu'ils le veulent, et les démocrates peinent encore à défendre leur position, car leur pouvoir dépend d'élections malhonnêtes. La Cour suprême rendra sa décision à ce sujet dans la seconde moitié de juin. C'est-à-dire avant les élections de novembre de cette année. À l'heure actuelle, il y a 24 États, je crois, ou 26-24 États, tous ou presque tous démocrates, où il est permis, je crois, pendant 5 jours ou 3 jours après, donc après la fin du vote, d'accepter encore ces dizaines, centaines, millions de bulletins. Voilà. Je ne sais pas si les républicains auront le temps de faire passer devant les tribunaux cette annulation de la réception des bulletins après la clôture du scrutin pendant cette courte période de procédure judiciaire. Mais je pense vraiment que dès que cette décision sera rendue, les républicains auront déjà tous les documents, les demandes, et pratiquement le même jour où la décision de la Cour suprême sera rendue, si tout est en ordre, etc. Alors, dans tous ces 24 ou 26 États, des demandes seront déposées pour se conformer immédiatement à la décision de la Cour suprême. Eh bien maintenant, c'est incroyablement important. En complément, et pour renforcer cette décision de la Cour suprême, je veux dire, il faut faire passer cela au Sénat. Les lois dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises et dont j'ai dit qu'elles seraient décisives, cette loi sera déterminante pour le destin de l'Amérique et peut-être même pour le destin du monde. Parce que ce qui se passe chez nous, ensuite, résonne comme un écho dans le monde entier. Donc, je parle bien sûr du projet de loi appelé l'Acte pour sauver l'Amérique, dont l'objectif principal est d'empêcher toute possibilité de fraude lors des élections. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, les démocrates se battent bec et ongles pour permettre la fraude électorale.
Bien sûr, ils présentent cela sous un autre angle. Ils disent que si nous faisons cela, alors en aucun cas certains pauvres malheureux, des gens stupides, etc., iront voter ou ne pourront pas voter. De mon point de vue, même si c'est complètement absurde, mais si tu es tellement stupide que tu ne peux pas y aller, que tu ne peux pas te faire refaire une pièce d'identité, alors que putain c'est gratuit, tu n'as même pas besoin de dépenser d'argent. Moi, je pensais qu'il faudrait dépenser genre 100 à 150 $, mais non. Il s'est avéré, comme on dit, que dans la loi, il est écrit que tout est gratuit. Si tu n'es même pas capable, pour ainsi dire, d'appeler ou d'aller sur un site web, ou simplement d'aller au bureau de poste et de dire ce dont tu as besoin, c'est-à-dire, si tu n'es pas capable de faire ça, alors en aucun cas, tu ne devrais voter. Et de la même manière, comme pour le sujet du vote, le jour du vote, la vérification obligatoire, c'est-à-dire pour savoir si tu es citoyen, est soutenue par ces mêmes 83% de la population. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à comprendre qui sont ces 17% restants. Ce sont peut-être des employés du Parti démocrate, ou là-bas des communistes, fascistes, islamistes ou autres, mais quand même. Mais je ne peux pas comprendre comment un citoyen américain, puisque les sondages sont menés parmi les citoyens américains. Qui a ici des enfants, qui a ici une famille, comment peut-il vouloir que le destin de sa famille, de son pays, soit décidé par des ordures finies, venus du tiers-monde, du 4e ou du 5e monde, qui ne comprennent rien et sont prêts à vendre leur voix pour une soupe et pour une très petite quantité de soupe. Et voici Trump. Il parle de l'importance vitale, pour la poursuite d'une vie normale en Amérique, d'une loi protégeant nos droits en tant que citoyens des États-Unis. Ainsi, j'associe la sécurité nationale à l'identification des électeurs par photo et à la confirmation de la citoyenneté pour voter. Et ces deux points sont les plus importants en ce qui concerne la sécurité nationale. Donc, cela doit faire partie du projet de loi sur la sécurité nationale et je demande aux sénateurs républicains de le faire immédiatement. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour le vote. Ne vous inquiétez pas pour Pâques, pour la Chambre. Faites-le pour Jésus, d'accord? Fais-le pour Jésus. Nous ne sommes pas très familiers, vous et moi, avec les manœuvres parlementaires, mais en réalité, ce que Donald Trump a dit était une continuation, et, de mon point de vue, une idée ou un développement de l'idée, du remarquable sénateur Kennedy, l'un de mes sénateurs préférés, doté d'un esprit vif, d'un sens de l'humour et de convictions réfléchies. Ce qui est très important, c'est très important, car il a dit « Nous allons prendre une autre voie ». Donc, en même temps, je ne suis pas sûr qu'il ait lu Vladimir Ilitch Lénine. Quel est donc cet autre chemin que le sénateur Kennedy a proposé? Il existe une règle précise au Sénat, lorsqu'il s'agit du budget lors de la modification du projet de loi soumis par la Chambre basse. Comme il va passer d'une chambre à l'autre, être voté, amendé, des ajouts, des suppressions, et ainsi de suite. Pour régler cela, il faut une bénédiction. Obtenir non pas 60 voix comme pour une loi ordinaire, mais 51 voix, parce que ça fait des allers-retours. Je ne me souviens plus de la justification, mais il y a une telle règle. Si c'est lié au budget, ce qu'ils appellent la procédure dite de réconciliation, c'est-à-dire donc pour harmoniser ce qu'ils ont inventé au Sénat avec ce qu'ils ont inventé à la Chambre basse, eh bien pour cet ajustement, il suffit d'un accord à 51% des deux côtés. Au Sénat, 51% correspondent à 51 voix. Dans le Sénat actuel, il y a 53 sénateurs. Républicains, dont 2 voire 3 d'ailleurs, pour diverses raisons, votent contre Trump. Mais 50 voix plus celles du vice-président. Et il y a une règle qui dit que, lorsqu'il y a égalité, le vice-président peut, avec sa voix, décider dans un sens ou dans l'autre. Donc 50 voix plus celles du vice-président, c'est ce qu'il faut. Kamala Harris l'a d'ailleurs fait à plusieurs reprises, comme les autres vice-présidents. C'est-à-dire que le sénateur Kennedy a proposé de réécrire ce projet de loi de cette manière pour qu'il soit classé dans la catégorie du budget. Car il y est question bien sûr d'articles budgétaires et du montant de l'argent qui sera alloué à la mise en œuvre de ce dont nous avons parlé avec vous. J'imagine quel tollé les démocrates vont soulever maintenant. Comme vous le savez, eh bien, du moins ceux qui vivent en Amérique, surtout ceux qui ont été dans les aéroports ces 2 ou 3 dernières semaines,
Les démocrates n'approuvent pas le budget pour les employés des services frontaliers qui contrôlent les cargaisons, les voyageurs, en fait tout ce qui concerne les bagages. Dans les aéroports, faute de budget approuvé, certains employés ont déclaré devoir partir travailler ailleurs pour gagner de l'argent, ne pouvant attendre. Il y avait beaucoup moins de personnel dans les aéroports et d'énormes files d'attente de 3, 4, 5, 6 heures se formaient jusqu'à ce que Trump intervienne mardi. Mardi matin, les agents de l'ICE, qui ont immédiatement désengorgé les files d'attente dans les aéroports, et maintenant Trump envisage d'y ajouter la garde nationale ou de remplacer l'ICE par la garde nationale. Donc Musk a dit qu'il paierait les salaires donc à ces personnes-là. C'est ce service qui contrôle les cargaisons. Mais c'est une procédure compliquée, donc cela peut prendre un certain temps. Donc Trump exige que 2 documents, l'un lié au financement des gardes-frontières, qu'il considère comme faisant partie de la sécurité nationale, soient fusionnés avec la loi interdisant aux non-citoyens de voter, ce qui, selon lui, fait également partie de la sécurité nationale. Ainsi, il y aura une nouvelle loi. Il y aura une loi liée à la sécurité nationale qui couvrira plusieurs choses différentes et modifiera le budget, c'est-à-dire qu'elle ajoutera, changera, corrigera. Ainsi, il ne faut pas 60 voix sur 100, mais 50 plus 1. La partie la plus importante de la sécurité nationale, c'est l'identification. Personne ne peut voter sur les questions de sécurité nationale. La confirmation de la citoyenneté, et vous ne pouvez pas avoir une... On les relie pour confirmer la citoyenneté. Comme vous venez de le voir, le président Trump est combatif et sa cible est le Sénat des États-Unis. Tout juste revenu d'un rassemblement à Memphis lundi, vous l'avez entendu lancer l'un de ses ultimatums les plus directs pour son second mandat. Il exige qu'il n'y ait aucun accord de financement du DHS sans la loi « Sauver l'Amérique ». Point final. Maintenant, pour ceux qui ont besoin d'un rappel, la loi Sauver l'Amérique, elle fait 2 choses importantes. Elle impose une preuve de citoyenneté américaine pour l'inscription aux élections fédérales et exige une pièce d'identité avec photo au bureau de vote. La Chambre des représentants l'a déjà adoptée. Toute l'attention est sur le Sénat, qui traîne depuis des mois. Donald Trump est lassé des retards. Il exige que le Sénat lie directement la loi Sauver l'Amérique au vote sur la restauration et le financement du ministère de la Sécurité intérieure que les démocrates bloquent. Mesdames et messieurs, bien sûr, pour finir, je dois vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, il faut absolument le faire. Mais le plus important, c'est qu'après vous être abonné aujourd'hui ou à un autre moment, vous ayez vu la cloche et cliqué dessus, parce que cela envoie à l'algorithme le signal que cela vous intéresse. Et j'aimerais recevoir cette information le plus tôt possible. Voilà ce que se dit l'algorithme. Il est intelligent, c'est une IA. Il se dit « Oh, peut-être que cela intéressera aussi d'autres personnes », et il commence à le montrer à d'autres personnes qui, selon leur profil, vous ressemblent un peu. Si cela vous a plu, alors peut-être que cela plaira aussi à d'autres personnes qui appartiennent à une certaine catégorie ou à certaines catégories. Des personnes, disons, de 40 à 70 ans, qui sont venues d'un autre pays, parlent russe, vivent aux États-Unis d'Amérique ou en Allemagne ou en Israël et s'intéressent à la politique, s'intéressent à l'actualité, etc. Et ainsi de suite. Ils reçoivent ce message. Donc, si vous pensez que ce que nous faisons ici est important et intéressant, alors boum, cliquez sur la cloche. C'est tout. Au revoir.